BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque après-midi, zoom sur ce marché des cryptos, le club BFM Crypto jusqu'à 17h avec nos experts. Ils viennent de nous rejoindre, ça tombe bien, sinon je serais tout seul et je me sentirais très mal. Grégory Raymond vient de nous rejoindre. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale et encore quelques scoops cette semaine. Bien joué, vous nous en livrerez quelques-uns dans un instant. Jérôme Edenbaum aussi vient de nous rejoindre. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume. Bienvenue, vice-président en charge des crypto-monnaies chez Idemia, auteur de La guerre des crypto-monnaies. Valentin Nico aussi nous accompagne. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Membre de la cellule impôt d'experts de Bourse Direct. Valentin, on a vu le Nasdaq encore très nettement corrigé hier soir, quasiment 5% de repli, un rebond bien poussif aujourd'hui. Est-ce que la corrélation du Bitcoin et du Nasdaq se confirme ? Alors, en effet, donc on s'était retrouvé jeudi dernier où on était plutôt sur le mouvement de purge. En réalité, pas grand-chose n'a changé. On avait cru à un rebond sur le marché des cryptos et les marchés traditionnels en fin de semaine dernière, qui a été prolongée, donc cette croyance prolongée en début de semaine. On avait eu un rebond notoire sur le Nasdaq qui avait fait notamment plus 7% de rebond et entraîné dans son sillage les divers crypto-monnaies et le marché. Mais nous voilà de retour sur des zones dangereuses. Donc comme sur les indices boursiers en règle générale, on vient un peu en dessous de 30 000 sur le Bitcoin et 2 000 pour l'Ethereum. Pour rappel, les indicateurs sont toujours les mêmes de méfiance. On a le Fear and Greed en extrême fear sur un niveau de 9, un VIX à 32, donc toujours autant d'inquiétude. Et en fait, techniquement, il faudrait plus ou moins dépasser les niveaux des 35 000 pour moi et des 2400 sur l'Ethereum pour envoyer vraiment un signal d'achat au marché et que on reprenne confiance sur on va dire une hausse de moyen terme. Maintenant, pour arriver à ce scénario qui est quand même très positif par rapport aux conditions actuelles, il faudrait régler tous les problèmes qui sont posés par l'économie, donc notamment une baisse de l'inflation, qu'on constate un pic sur l'inflation, ce qui pourrait entraîner moins de pression de tightening, donc de réduction de bilan pour les banques centrales, et éventuellement un retour en risk-on pour les investisseurs, donc et se retourner vers les actifs risqués. Maintenant, on n'a pas eu des séances dernièrement qui poussaient à ça. On a plutôt eu des séances où il y avait même des inquiétudes de récession qui se ressentaient vraiment, avec des baisses notamment conjointes du pétrole, des taux et des marchés actions, ce qui est assez rare et ce qui est plutôt sur des anticipations de récession. Pour rester tout de même positif, Guillaume, glamour, on a une tendance on a une tendance de long terme et moyen terme qui reste haussière quand on dézoome, notamment en weekly pour les analystes techniques. On n'est pas encore dans ce qu'on pourrait appeler et qualifier de bear market. Sur les dernières 24 heures, autre signal intéressant, pendant la forte baisse du Nasdaq hier soir, on a eu une première décorrélation de l'indice et Nasdaq et du Bitcoin. Le Bitcoin ayant bien moins baissé en proportion que l'indice Nasdaq. Donc éventuellement, ça pourrait être un signal de point bas en formation. Éventuellement, sur le Bitcoin et le marché des cryptos, on verra donc si cette tendance continue ces prochains jours. Et sur l'Ether, quel rapport de force, quelle évolution éventuelle du rapport de force ? C'est intéressant ce que vous nous dites sur Bitcoin qui hier n'a pas suivi, le Nasdaq n'a pas pris sa roue et on a envie de dire heureusement parce que le Nasdaq a sacrément trébuché. Sur l'Ether, quels sont les signaux techniques, Valentin ? Alors l'Ether, on est toujours, donc marché des cryptos, toujours autant en corrélation avec le Nasdaq, ça c'est une certitude. Donc le Bitcoin entraînant quand même en général le marché avec lui, on espère voir une décorrélation du Nasdaq et du marché des cryptos en règle générale. Après on a eu quelques petits dossiers, je voulais vous en parler, qui ont réussi à plus ou moins à se maintenir dans cette baisse. Et je voulais notamment vous parler d'Avalanche. Avalanche, dont le token est donc AVAX, qui a plutôt bien résisté techniquement. Et actuellement, on est donc après une certaine baisse aujourd'hui à $29. Mais on est en bas de range et si on anticipe un petit rebond sur les cryptos, on pourrait viser $33 qui s'avère être donc la borne haute du range. C'est, pour donner un petit commentaire, la plateforme la plus rapide en termes d'exécution de contrats intelligents. Donc notamment, ça pourrait être notamment très utilisé dans le domaine financier, avec 4500 transactions par seconde pour les plus connaisseurs, voilà.
Je voulais vous Avax, faire donc, ce petit commentaire. Est-ce que le technique, ce repère technique que vous nous proposez sur Avax, attention, c'est pas un conseil d'investissement pour tous ceux qui nous suivent, c'est juste de la lecture graphique et les signaux techniques tels que vous les percevez et les lisez. Valentin Nico nous accompagnait en direct depuis Bourse Direct, membre de la cellule Info d'Experts. Et puis on rappellera qu'il ne faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. Évidemment, on est sur des actifs très spéculatifs. Grégory Raymond, notre chercheur d'or et d'actualité significative. Et il en trouve à chaque fois des actus et même des scoops. Je suis pas tout seul, hein, mais oui. Peut-être deux, avec Raphaël Bloch, qu'on salue, il est en Argentine. Et vous travaillez donc, vous, Grégory. Oui, voilà. Mais lui aussi, il travaille, il est en Argentine, mais il travaille. Non, il vous ramène plein de super infos, des super reportages, c'est vraiment exceptionnel. Coinbase, ça c'est votre scoop du jour. Coinbase serait en train de préparer son arrivée en France. Scoop The Big Whale, que vos abonnés ont déjà découvert et que vous venez nous expliquer ici sur le plateau de BFM Business. Après Binance, pour qui ça a marché, Binance se lance en France. Coinbase donc tente aussi d'avancer ses pions. Oui, c'est ça. Selon nos informations, Coinbase, donc qui est l'une des plus grosses plateformes d'échange au monde, qui est une plateforme américaine, c'est 89 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même assez massif. Donc a déposé un dossier auprès de l'AMF et en fait d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, on devrait avoir une licence française pour Coinbase. Donc c'était très intéressant parce que Coinbase là aujourd'hui c'est un géant mais qui ne peut pas faire de publicité en France. Et ça peut être un problème dans un marché aussi concurrentiel que celui-là. Donc, une fois la licence en poche, ils pourront faire ça. Et aussi, c'est un moyen de préparer MiCA. MiCA, vous savez, c'est le futur règlement européen qui va donc encadrer tout le secteur crypto en Europe. Et le fait d'avoir une licence en France, ça leur permettrait de continuer leur activité à partir du moment où la licence européenne va entrer en vigueur. Parce que le jour où arrive MiCA, tout le monde est obligé de s'arrêter, à part ceux qui ont une licence locale, et donc une licence en France, ça pourrait fonctionner. Oui, c'est un permis d'agir, un permis de conduire en quelque sorte, et donc. Exactement. Et donc, vous nous disiez, Coinbase pourrait obtenir la licence à quelle échéance ? Alors, le délai traditionnel pour une entreprise française, c'est entre 6 et 8 mois. Okay. Bon, ça pourrait être un petit peu plus long pour Coinbase, qui a déposé son dossier à l'automne dernier, parce qu'ils doivent montrer patte blanche, si vous voulez, par rapport aux mesures anti-blanchiment qui sont mises en place. On n'a pas tout à fait les mêmes normes en Europe, donc voilà, il faut disons, déposer son dossier et vendre tout son procédé auprès de l'AMF. Coinbase prépare son arrivée en France. Les géants internationaux de la crypto sont en train d'arriver dans notre beau pays. C'est une bonne nouvelle ? Bah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous en parliez tout à l'heure. Binance a posé ses valises depuis le 4 mai, très précisément. Disons que c'est une volonté du précédent gouvernement, surtout Cédrico, qui a poussé pour que les géants internationaux de la crypto arrivent en France. Pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que ça place la France sur l'échiquier mondial du secteur, d'un secteur très émergent, et ça va attirer des talents et peut-être aussi en retenir certains. On sait que nos ingénieurs français, par exemple, sont très désirés par les géants internationaux. Donc moi, je vois que des avantages, peut-être un peu moins pour les acteurs locaux, les petits courtiers, par exemple, parce que avoir Binance ou Coinbase en face, c'est pas forcément très simple. Ceci dit, bien sûr, la France attire, mais elle n'est pas la seule. Binance aussi est en train de pousser ses pions. Alors, ils l'ont déjà fait en France, mais désormais aussi en Allemagne. On pensait Binance amoureux de la France, mais c'est un amour manifestement pas exclusif. Un dossier d'enregistrement vient donc d'être déposé en Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'ils vont essayer d'avoir la même licence qu'ils ont en France. Et pour moi, la lecture que j'ai, c'est qu'ils font monter les enchères par rapport au futur siège européen de Binance qui devra être installé. Alors, la France semble en pôle, comme nous l'avait confirmé CZ, donc le patron de Binance le mois dernier. Mais l'Allemagne est un très gros marché quand même, les Allemands aiment bien la crypto. Donc si l'Allemagne offre plus d'avantages, peut-être que le siège pourrait être installé là-bas. Ah oui, donc les enchères sont en train de monter pour savoir qui accueillera le siège européen du leader mondial des cryptos. Exactement. Bon, quel regard vous portez là-dessus, Jérôme ? C'est un enjeu de puissance aussi, bien sûr, savoir attirer les talents dans cet univers qui peut-être, sans doute même, continuera de monter en puissance, peut-être de s'infiltrer par tous les pores dans la finance traditionnelle et nos usages. Sisi, le patron de Binance, était au Festival de Cannes, je crois, hier ou avant-hier. Donc il doit aimer la France. Mais oui, évidemment, c'est bien d'avoir tout ce qu'on peut faire pour encourager l'investissement, pour encourager la pratique. Avec une régulation évidemment qui doit être là, mais pas trop. Et c'est tout le sujet en ce moment de jusqu'où on va. C'est ça qui va faire la différence.
On va parler ensemble, évidemment, du grand sujet du moment, à savoir la chute de l'UST, le stablecoin UST, l'effondrement de Terra, l'implosion de Terra. Et cette question, quand même, qui plane un peu, est-ce que c'est le début de la fin des stablecoins ? Non. On a un stablecoin qui, en effet, qui a implosé. Il y a différents termes, château de cartes, jeu de domino, on a des variantes, mais elles vont toutes dans le même sens. Mais les autres se portent relativement bien. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc la principale utilisation des stablecoins, parce qu'il y a de nombreuses utilisations, la principale, évidemment, c'est de financer la liquidité pour le trading et les prêts en ligne sur la blockchain. C'est entre 80 et 85% quand même de l'utilisation. On a en fait, alors là ça peut être le château de cartes, c'est la pyramide inversée. On a un petit volume de stablecoin qui va vraiment financer un gros marché. 162 milliards grosso modo, alors ça a changé, ça a pas mal baissé, 162 milliards de stablecoin qui financent un marché de 1600 milliards de crypto. Donc ça peut paraître instable, et c'est vrai que s'il arrive quelque chose au niveau de la base de la pyramide, c'est pas terrible. Mais quand on réfléchit bien, c'est la même chose qu'on a dans la finance traditionnelle. L'économie américaine, c'est 25 000 milliards, et à la base, on a 2000 milliards de capitalisation du secteur bancaire. Donc finalement, c'est pas tellement différent l'un et l'autre, et la fragilité est la même. Oui, enfin, il y a un patrimoine, il y a beaucoup d'autres choses que le secteur bancaire pour l'économie, la finance traditionnelle malgré tout. Ça va un peu au-delà, malgré tout. On a une banque centrale aussi. Enfin, non, je comprends l'argumentaire qui fera plaisir à la communauté crypto, mais ça va un tout petit peu au-delà malgré tout. Non. Bien sûr, mais le financement, la masse monétaire, enfin la liquidité qui alimente l'économie est quand même dans des rapports équivalents. Et ce qu'il faut souligner à propos des stablecoins, quand certains se disent bah voilà, l'UST montre à quel point ce système stablecoin est fragile, c'est qu'il s'agit d'un type très précis et spécifique de stablecoin, algorithmique. Il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus solides a priori, avec des réserves de valeur en face. Et surtout, il y a beaucoup d'usages possibles, de possibilités qu'offre ce marché des stablecoins. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ça précisément pour qu'on essaie de comprendre aussi la valeur réelle de ce marché des stablecoins par rapport à ce qu'il va permettre demain de faire et permet d'ores et déjà de faire aux initiés? Alors, deux points que vous abordez. Déjà, en effet, les autres se portent plutôt bien. Un petit commentaire sur Tether, sur USDT. On en a beaucoup parlé, parce qu'en effet, ils ont perdu le peg pendant une demi-journée. Ils ne sont pas tombés à 10, enfin 0,10, ils sont tombés à 0,85, 95, ce qui n'est pas si terrible que ça. Et surtout, ils ont tenu le coup. C'est-à-dire qu'ils ont remboursé, chaque fois que des gens voulaient échanger de l'USDT contre du dollar, ils ont dit OK, il n'y a pas eu de run. Ils ont passé l'épreuve du feu. Ils ont un mécanisme d'arbitrage aussi qui est très performant. C'est-à-dire que si sur le marché secondaire, ça décroche, eux, ils les rachètent sur les plateformes d'échange, donc avec un sacré rabais. Et après, ils les revendent sur le marché primaire. Et tout ça en se faisant une confortable fortune. Je pense que Tether s'est fait beaucoup d'argent la semaine dernière. Double bonus. Mais quelque part, et tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas fait de l'argent quelque part sur le dos des utilisateurs. Les utilisateurs qui voulaient être remboursés ont été remboursés. Ce qui est vraiment ce qu'on demande à un stablecoin. Donc déjà, ils ont tenu le choc. Par contre, après, on ne va pas trop parler de ça, mais après, on voit qu'il y a quand même une petite perte de confiance dans les jours qui ont suivi. Donc ils ont retrouvé leur peg. Mais depuis, il y a, je crois, 9 milliards, j'ai regardé ce matin, 9 milliards qui se sont évaporés parce que les gens n'ont pas si confiance que ça dans Tether, dans USDT, et changent leur position. Donc on a un début de perte de confiance, un petit peu au profit du SDC, mais pas que. Je ne sais pas où est passé le reste sur ça. Et on a encore une multiplication des projets de stablecoin. Juste pour revenir à la question de base, qui était est-ce le début de la fin des stablecoins même si on voit les complexités, les ambiguïtés aussi de certains projets, on l'a vu à travers l'UST. Puis là, vous semblez vouloir poser des questions sur d'autres stablecoins. On voit les projets quand même de nouveaux stablecoins continuer de fleurir. On en voit plein. Et c'est intéressant avec des utilisations différentes. Alors depuis les très vieux, on oublie qu'un des premiers c'est JP Morgan Chase, le JPM Coin. Alors que JP Morgan, Diamond qui dit toujours que le crypto c'est n'importe quoi. Là, mine de rien, c'est un des plus vieux, ça fonctionne. Donc c'est quoi? C'est des transferts de fonds de trésorerie, c'est que pour les entreprises ou les banques. Mais aujourd'hui, si un client de JP Morgan veut envoyer 100 millions ou 500 millions de dollars, il peut le faire sur la blockchain avec le JPM Coin. Il y a tout ce qui est réserve de valeur, on l'a vu en Turquie, avec l'effondrement de la lire, les gens qui ont acheté des cryptos ou des stablecoins. Et au-delà de ça, il y a plein d'initiatives. Alors,
PayPal, c'est pas officiel, mais on sait qu'ils travaillent sur un projet. Goldman Sachs, ils en ont parlé, ils ont dit que c'était pas pour tout de suite, mais ils ont un projet. Nos amis du groupe Casino en France, à une plus petite échelle, ils ont un projet également. Donc on voit tous ces projets qui se multiplient, et à mon avis, c'est que le début. Il va y avoir vraiment un nombre... je ne vais pas dire à chacun son stablecoin, mais c'est un peu dans cette direction-là. Mais ça ne va pas devenir compliqué, justement, si à chacun son stablecoin. Ça ne va pas devenir compliqué si on se retrouve avec des dollars venant d'une multitude de sociétés à terme. On expérimente en fait les monnaies privées. Chaque entreprise en fait aura son stablecoin, si vous voulez, quoi. Et c'est bien ou pas, ça? Ou c'est plus complexe, ça fera un monde plus complexe? C'est le sens de l'histoire, on va dire. Ouais. Alors c'est le sens de l'histoire, justement. En parlant d'histoire, aux États-Unis, ça leur rappelle des mauvais souvenirs, parce qu'ils parlent toujours de ce qu'ils appellent le wildcat banking. C'était avant la guerre de sécession, où chaque banque émettait son propre dollar. Et puis il y avait des banques avec plus ou moins bonne réputation. Donc un dollar de banque A ne valait pas nécessairement un dollar de la banque B. Il y avait des changeurs qui changeaient à un certain taux. Et ils veulent pas trop... enfin, c'est pas une situation géniale pour se retrouver là-dedans. Si j'ai du USDC, du USDT qui n'ont pas le même cours, si même sur les chaînes, mon USDT sur les différentes chaînes, il est incompatible, où il faut passer par des cross-chain protocoles qui sont pas ce qu'il y a de plus sûr. Donc oui, c'est clairement une question. Grégory. Le projet le plus expérimental qui a été présenté de point de vue des entreprises, c'est Libra de Facebook, qui au début ne devait pas être indexé sur le dollar, mais un panier de diverses monnaies. Et en fait, ce Libra-là aurait été beaucoup plus puissant que beaucoup de monnaies dans le monde. Ils se sont fait taper sur les doigts, ce projet ne verra pas le jour, mais on a expérimenté peut-être ce à quoi va ressembler le futur, avec des entreprises parfois plus puissantes que des États qui peuvent imposer leur pouvoir monétaire. Pourquoi pas, mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple, tout simplement, que les banques centrales émettent une version tokenisée de leur monnaie? Voilà. Est-ce que face à tous ces, oui, c'est dans les cartons, face à tous ces stablecoins, imaginez et voir et anticiper le fait que les banques centrales vont finir par émettre la version tokenisée de leur propre monnaie? Est-ce que c'est pas plutôt ça l'avenir, le vrai avenir? Clairement, une partie de l'avenir. Ouais. Pardon. Je provoque, et je sais qu'il y a des gens dans la communauté qui m'aiment pas pour ça d'ailleurs, parce qu'il faut, dans l'univers crypto, faut y aller à fond, quoi. Faut adorer les cryptos ou détester, mais quand on est un peu au milieu, c'est compliqué, et on vous met dans le rang des anti-cryptos. Non, je pose des questions, moi, j'avance. Il y a différentes écoles. Quand on a un Bitcoin, elle est un maximaliste. On n'aime pas trop les monnaies de banque centrale parce que c'est centralisé, bien sûr. Néanmoins, c'est une autre option. Aujourd'hui, ils avancent. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Les derniers chiffres, c'est qu'il y a les 2/3 des banques centrales à travers le monde qui ont des projets à court ou moyen terme, quand même. Mais par contre, le sujet dont on parlait au début, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais appel à un stablecoin? Parce que mon euro, aujourd'hui, je ne sais pas le mettre sur la blockchain. Mais aujourd'hui, les projets des monnaies numériques de banque centrale, ils ne parlent pas trop de ce sujet de numériser, enfin de tokeniser pour avoir accès aux blockchains. Il y a d'autres cas d'usage, mais c'est un cas d'usage qui tombe un peu entre les cases, donc c'est peut-être dommage. Les banques centrales préparent surtout la fin du cash. C'est surtout ça, quoi. Et pas faire de la spéculation, pas aller sur des places de marché, c'est pas le but, quoi. Et sur ce que vous disiez, en réaction, bien entendu, à Libra, qui a été le projet, la monnaie de l'Internet, la monnaie peut-être du Web3, qui a fait peur à tout le monde. Et d'ailleurs, même, vous parliez de Mika tout à l'heure, Mika a été vraiment créé en réaction à Diem, au Diem de Meta. Ça avait été lancé un petit peu avant, Mika. Oui, mais... il fallait juste donner un cadre aux crypto en Europe. Ce que je veux dire, c'est que sur les stablecoins, ils définissent la RT, qui est vraiment Diem. Et par exemple, Terra, les stablecoins algorithmiques sont tranquilles, ne sont pas régulés. Alors, je ne dis pas que c'est facile de tout prévoir à l'avance. Mais même avec Mika, on n'aurait pas arrêté Terra. Mais selon mes infos, le cas de l'UST a échaudé tout le monde à Bruxelles et les stablecoins algorithmiques devraient être régulés et possiblement en fait interdits chez les fournisseurs de services crypto européens, quoi. Ah, c'est ce que vous êtes en train... C'est un scoop aussi à venir ou déjà... C'est encore en discussion. En discussion, d'accord, ok. Non, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, oui, c'est sur la table et bon, voilà, avec tous ces milliards évaporés, on ne voit pas comment ils pourraient faire autrement. Cette semaine, The Big Way, c'est quoi vos sujets Alors cette semaine, on a rebondi sur l'effondrement de l'UST et comment cette crise avait touché les fournisseurs de services crypto en France, comment ils
ils ont géré avec leurs clients, les éventuels plans d'indemnisation qu'ils ont lancés, est-ce que ça leur a coûté? Bref, voilà quoi. Comment ces jeunes entreprises gèrent cette crise. Vous mettez l'écosystème à nu. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, Jérôme Edenbaum, vice-président crypto-monnaie pour Idemia, auteur de La guerre des crypto-monnaies aux éditions Jérôme. Maxima. Grégory Raymond nous accompagne aussi. Merci beaucoup Grégory. Merci, rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale. Vincent Nicot nous accompagnait lui depuis Bourse Direct. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour sur les marchés financiers. Restez avec nous sur BFM Business.